La première vraie expérience, et j'ai 8-9 ans. Je suis dans mon lit, c'est l'été, parce que je me rappelle très bien la scène. Tu sais, quand tu as les volets qui sont fermés l'été, mais que tu as un petit peu de lumière qui passe quand c'est 20h30, 21h. Et là, en fait, dessous mon lit, j'ai une main qui se pose sur le rebord de mon matelas, une espèce de main un peu cadavérique. Et en fait, j'ai un espèce de défunt très abîmé qui sort. Je peux même pas te dire si c'est un homme ou une femme. Et là, en fait, je crois que c'est la plus grande peur que j'ai eue de toute ma vie. Je trouve que ces 4-5 dernières années, il y a une grande expansion autour de la spiritualité. C'est une chose qui est très, très bénéfique parce que les gens travaillent sur eux un peu plus en profondeur. On voit nos expériences de vie à travers le prisme un peu plus de l'âme. Mais il y a aussi une grande dérive et il y a un grand business autour de la spiritualité. Et surtout, on parle, moi, au-delà d'être médium, il y a quelque chose que j'affectionne particulièrement de faire, c'est du soin énergétique. J'ai été formée non pas par des gens ici sur Terre. Hein. Mes enseignements, ils se sont faits là-haut avec des guides pendant plusieurs mois. Le soin énergétique, on peut pas, c'est pas anodin. On touche dans l'énergie des gens, dans une vraie profondeur, dans des strates. Si en fait on maîtrise pas ça, on peut foutre un bordel qui est pas possible. On peut avoir des cas de possession dans les plus graves. Et du coup, il me paraissait essentiel de replacer un curseur de normalité dans tout ça et d'autonomie aussi. Les gens ont tendance à se raccrocher aux branches. Moi, dans mon accompagnement, je dis aux gens qu'il faut traverser l'épreuve et que personne ne pourra leur enlever la peine. C'est le temps qui apaise, c'est du travail sur soi, du travail d'écoute avec un thérapeute holistique, un thérapeute de santé mentale. Mais il n'y a pas de solution miracle. Quand il y a une épreuve, elle est là et on ne peut pas s'y soustraire. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Je suis Marie-Louise, tarologue, et je vous propose plusieurs fois par semaine des émissions tournées autour du monde de l'invisible et de la spiritualité que l'on peut vivre dans notre société actuelle. Aujourd'hui, j'ai la joie, l'immense plaisir de recevoir Zoé Pataki. Zoé a écrit un livre il y a quelque temps aux éditions Très Daniel, mes talismans astrologiques de protection au quotidien. J'ai eu un réel coup de cœur. Il est simple à lire, il est très agréable. Et puis j'adore le violet, donc tout va très bien. On en parle dans cette émission du livre. Et il y a aussi dedans un petit traité sur la spiritualité moderne. Et j'avoue que là, je suis tombée en coup de cœur plus parce que Zoé a une vision très ancrée de la spiritualité. C'est quelque chose que je partage avec elle, c'est quelque chose que j'apprécie. Et je vous lis même le bandeau qu'il y a sur le livre. Zoé, la médium qui bouscule les codes de la spiritualité. Et croyez-moi, elle les bouscule dans cette émission, tout en finesse, tout en douceur, évidemment. Zoé nous parle évidemment de son livre, de l'appétence qu'elle a pour l'astrologie et surtout des talismans astrologiques qu'elle tente de remettre au goût du jour. Et elle nous parle aussi de son parcours de médium, de son quotidien de médium. Et c'est vraiment un moment exquis. Donc j'espère que vous allez passer un aussi bon moment que j'ai pu passer avec Zoé. Avant de vous laisser entre Zoé et moi, je voulais vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les émissions, à partager, à commenter, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous invite à le faire. C'est une façon de soutenir gratuitement la chaîne. Et un grand merci pour ça. Mention toute spéciale à celles et ceux qui ont pris un abonnement sur YouTube. Ça permet de participer financièrement à la chaîne. Merci infiniment à vous. J'en cite quelques-uns: Enzo, Thierry, Philippe, Isa de mémoire. Merci à vous. Je vous laisse entre Zoé et moi et je vous dis à très vite. Ciao. Bonjour Zoé, merci déjà beaucoup grandement d'avoir accepté mon invitation. Avant de commencer, Zoé, comment vas-tu?
Mais ça va, merci à toi de m'avoir invitée. J'en suis très honorée. Et écoute, ça va, c'est le printemps et comme un bon taureau qui se respecte, moi le printemps, ça me fait du bien. Donc je me sens bien. Tu m'aurais demandé ça au mois de novembre, je t'aurais dit, oh là là, je suis pas bien. Là, ça va. Bon, ouf, j'ai du bol. Alors, on va parler de toi, Zoé, que beaucoup d'entre vous qui nous suivez te suivent sur les réseaux, Instagram notamment. On va parler, avant de rentrer dans les détails, du livre que tu as sorti aux éditions Pré Daniel. Ah, t'es à contre-jour, attends, on va le Ah, remontrer. vas-y. Waouh, Voilà, moi j'adore. avec sa petite roue. C'est mon éditrice qui l'a demandé en relief et je l'adore. Euh, Exact. Ça fait très narcisse avec moi devant. Je tape la pose comme ça, le cheveu wavy. Mais non, je le trouve très beau et je suis très contente. Ça fait très bizarre pour la petite fille que j'ai été qui aimait les livres et qui comprenait pas ce que c'était la spiritualité d'avoir ça, tu vois, 38 ans plus tard entre les mains. Ben ouais, mais il est beau, il est chouette. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il est accessible. Et moi, c'est quelque chose, j'espère être le porte-voix de ça dans la spiritualité. Je fais tout pour, c'est rendre la spiritualité accessible à tous, Ouais. intellectuellement parlant déjà. Et ce livre, il se lit facilement. On apprend beaucoup de choses. Et en fait, pour moi, il y a deux grandes parties. C'est mes talismans astrologiques de protection au quotidien. Donc, tu parles de talismans d'astrologie et de tout ce qui tourne autour. Mais il y a aussi, petite pépite, et on commence avec ça, petit traité sur la spiritualité moderne, où là, moi, je me suis énormément retrouvée quand même dans ce que tu racontes, où tu mets un peu les pendules à l'heure. Et ça, c'est rare de nos jours. Et je trouve ça courageux d'oser poser honnêtement ce que tu penses de tout ce qui se passe aujourd'hui autour de la spiritualité. Je ne sais pas si c'était courageux. En tout cas, ça a été un exercice délicat parce que ça me tenait à cœur de faire ce traité sur la spiritualité. Mais je voulais pas que ça soit perçu de manière vindicative ou égotique, genre j'ai la vérité absolue. Mais je trouve que ces 4-5 dernières années, il y a une grande expansion autour de la spiritualité. C'est une chose qui est très bénéfique parce que les gens travaillent sur eux un peu plus en profondeur. On voit nos expériences de vie à travers le prisme un peu plus de l'âme. Mais il y a aussi une grande dérive et il y a un grand business autour de la spiritualité. Et surtout, on parle, moi, au-delà d'être médium, il y a quelque chose que j'affectionne particulièrement de faire, c'est du soin énergétique. J'ai été formée non pas par des gens ici sur Terre. Hein. Mes enseignements, ils se sont faits là-haut avec des guides pendant plusieurs mois. Le soin énergétique, on peut pas, c'est pas anodin. On touche dans l'énergie des gens, dans une vraie profondeur, dans des strates. Si en fait on maîtrise pas ça, on peut foutre un bordel qui est pas possible. On peut avoir des cas de possession dans les plus graves. Et du coup, il me paraissait essentiel de replacer un curseur de normalité dans tout ça et d'autonomie aussi, parce que les gens ont tendance à se déresponsabiliser et à les prendre aussi pour argent comptant tout ce que le médium va leur dire ou je sais pas quoi prendre comme décision, vous allez la prendre à ma place et puis croire tout ce qu'une personne qui, aujourd'hui c'est très facile de maîtriser un jargon qui est un peu new age, un peu spirituel, et une personne qui débute un petit peu peut du coup prendre pour argent comptant tout ce qu'on lui dit et se noyer complètement et s'y perdre. Donc c'est ramener aussi ce livre. Il y a les talismans astrologiques. C'est un travail aussi, quand on fait son talisman, d'introspection profonde, un peu psychologique, de prendre du recul par rapport. J'analyse aussi des comportements de thérapeutes. Quelqu'un qui te fait revenir tous les mois avec des sommes astronomiques pas possibles, c'est un red flag. J'explique beaucoup de choses et tout ce à quoi j'ai été amenée. Parce que j'ai récupéré des gens, mais dans des états catastrophiques, à la suite de stages, à la suite de soins, à la suite d'arnaques, des gens qui perdent toute estime d'eux et de confiance en eux et qui sont du coup dans un rejet de la spiritualité, alors qu'en fait, la spiritualité, c'est quelque chose de très sacré qui est important et bénéfique pour nous dans notre vie au quotidien.
Donc maintenant, je suis consciente que ce traité, il va pas plaire à tout le monde, mais en même temps, c'est pas grave. Je pense que c'est aussi la part de responsabilité de certains thérapeutes de s'interroger. Est-ce que je suis vraiment fait pour être thérapeute? Parce qu'il y en a plein qui sont engouffrés après 2020. Genre, j'ai besoin d'un but dans ma vie, je vais m'occuper des autres. Hop, hop, hop. En fait, tout le monde n'est pas destiné à être thérapeute holistique. Déjà, va travailler sur toi. Et en fait, la vie, c'est pas. Il faut être vraiment destiné à faire ça. Et c'est pas le cas de tout le monde. Et la plupart des thérapeutes aujourd'hui qui sont en ligne, il y a un gros sujet d'éthique pour moi, à mon sens. Mmh. L'éthique, ça ressort. Moi, j'ai l'impression, du moins dans les gens que je côtoie, que je rencontre et les interviews, c'est vrai que c'est un sujet qui est très souvent mis sur la table et de plus en plus, parce que comme tu le dis, depuis 2020, ça pousse comme des champignons. Après, ça peut faire partie du parcours de vie, de se planter en tant que thérapeute et aussi peut-être en tant que consultant, de se planter. Mais parfois, il y a comme tu dis, tu as ramassé des gens. Parfois, il y a des cas, c'est Ouais, catastrophique. ouais, j'ai connu une amie qui était une très très bonne énergéticienne, une très bonne médium. Ça a coupé. Non, 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 je suis là. Ah, je ne te trouvais plus. J'ai connu, je te disais, une amie qui était une très bonne médium, une très bonne énergéticienne et qui avait suivi un espèce de coaching. Et puis, elle s'est retrouvée embriguée dans un truc complètement, complètement toxique où elle s'est fait arnaquer de l'argent, où on lui a mal parlé. Et c'est une personne qui a arrêté de travailler, qui s'est mis dans le rouge financièrement, qui avait perdu toute estime d'elle, qui a eu des idées noires, qui a fait une grave dépression. Mais moi, je trouve que c'est pas normal en tant que thérapeute. Oui, bien évidemment, surtout alors. Il y a thérapeute et thérapeute, thérapeute holistique. On n'est pas là pour sauver les gens. La santé mentale, c'est pareil, j'en parle énormément dans ce livre. Il y a le cadre de la santé mentale et le thérapeute holistique, il est à côté. C'est un accompagnement bienveillant et c'est un plus. Donc, si on se trompe d'une date ou si on se trompe que le chemin de vie il est un tout petit peu différent, c'est pas grave. Mais il y a des gens qui ne prennent pas leurs responsabilités et qui se pensent tout puissants dans ce domaine-là et qui font des ravages. Et je trouve ça pas normal, en fait. Moi, ça m'attriste. Et ça me met un peu en colère aussi. Mmh. Et puis là, t'en parles pas, mais t'en parles un peu. Il y a aussi, on va mettre les pieds dedans là, Allez, beaucoup de sautons dérives à pieds sectaires. joints. Oui, oui, complètement. Ouais, mais ça peut être très, très dangereux. Moi, j'écoute beaucoup d'émissions là-dessus parce que c'est quelque chose qui m'intéresse et Ouais. parfois ça force à réfléchir et à se dire: «Attends, des fois, il y a des situations qu'on voit, qu'on entend, dit on n'est pas loin». Il faut faire, extrêmement, attention à ça et comme tu le Tout dis, ce qui est les gens, dogmatique. C'est encore oui. une fois, c'est tout ce qui est, c'est tout ce qui est dogmatique et on est tous passés par là à un moment donné dans notre vie où on allait tellement mal, on n'en voyait tellement pas le bout qu'on aurait pu se raccrocher à n'importe quelle branche. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi l'éthique. Alors après, je suis encore en psychanalyse parce que j'ai besoin aussi, tu vois, j'ai un boulot qui est pas évident moralement. On accompagne des gens dans des processus de deuil, de transformation de vie, de divorce. Donc moi, j'ai besoin, je fais ma petite supervision avec une psychanalyste, mais j'ai travaillé longtemps en thérapie, j'en ai essayé diverses et multiples, et j'ai perdu encore le fil de ce que je voulais dire, mais oui, si, les gens ont tendance à se raccrocher aux branches. Moi, dans mon accompagnement, je dis aux gens qu'il faut traverser l'épreuve et que personne ne pourra leur enlever la peine. C'est le temps qui apaise, c'est du travail sur soi, du travail d'écoute avec un thérapeute holistique, un thérapeute de santé mentale. Mais il n'y a pas de solution miracle. Quand il y a une épreuve, elle est là et on ne peut pas s'y soustraire. Elle va nous permettre de grandir après. Et le problème je pense, des dérives sectaires, c'est qu'elles viennent faire miroiter un changement radical de prise en charge de la personne. Voilà, Mmh. moyennant toujours un bon petit billet à chaque fin de mois. Ouais, Mais sinon c'est pas drôle. il y a des gens en réelle détresse et en réelle souffrance. Et moi, il y a des gens que j'ai identifiés comme je ne pouvais plus rien faire pour eux. Et je leur disais, là, ces psychologues, là, en fait, c'est des gens qui étaient tellement sur une corde raide que tu te dis, ils vont peut-être
se foutre en l'air parce qu'ils n'arrivent pas à affronter une épreuve, bah là, tu dis, il faut aller voir un médecin. Il faut aller voir un médecin parce que peut-être qu'il va falloir aller en maison de repos, peut-être qu'il y a du trouble aussi psychiatrique derrière, de la bipolarité, parce qu'il y en a beaucoup aussi des gens avec des troubles dissociatifs, de schizophrénie, de bipolarité dans la spiritualité. Et attention, ça, en énergétique, il faut être très, très, très prudent. Ça, c'est important d'en parler. D'ailleurs, il y a un petit chapitre, et ça, j'ai adoré, parce que c'est une question que je pose aux médiums que je reçois. Tu as un chapitre Red Flag, et dedans, tu parles de la santé, de la médecine. Et ça, il y a un petit chapitre. Ça prend pas 4 pages, mais il y a quelques lignes. Donc, ça montre quand même à quel point c'est important pour toi de recadrer, de poser le cadre et de dire non. En tant que thérapeute holistique, on n'est pas médecin, on n'est pas psychiatre, on n'est pas chirurgien, parce qu'effectivement, il y a souvent des gens qui vont s'éloigner de la médecine traditionnelle parce que ça leur convient pas, parce que c'est trop difficile. Parce qu'il y a une croyance aussi, parce qu'il y a une croyance erronée derrière. Tu vois, alors, il y a attention, dans la médecine, moi, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas en phase. Mais, par exemple, je ne trouve ça pas normal qu'une consultante m'appelle en me disant je vous appelle pour avoir un deuxième avis parce que voilà, j'ai un cancer et j'ai une énergéticienne qui m'a dit qu'il fallait surtout pas que je fasse de chimiothérapie. Ça me donne envie de griffer des gens très fort. Genre, c'est grave, c'est super grave. D'ailleurs, il y a une série qui est très, très intéressante. J'ai un accent pourri en anglais. C'est vinaigre de cidre. C'est à propos d'une arnaqueuse. Et en fait, c'est sur Netflix. Dans cette série, on suit une jeune femme qui a un cancer au niveau du bras et qui décide de se soigner uniquement avec des jus frais. Et bien évidemment qu'elle meurt à la fin. En fait, elle refuse de faire des chimios, elle refuse de se faire amputer. Ce que je répète toujours, c'est que à partir du moment où le corps a manifesté quelque chose, cristallisé dans la matière, une maladie, quelle qu'elle soit, c'est soit parce que ça fait partie d'un plan d'âme, quelque chose à expérimenter, soit c'est l'esprit qui gouverne la matière aussi, soit c'est parce que quelque chose qu'on n'a pas voulu affronter, bah, le corps cristallise cette souffrance. Souvent, tu vois, il y a un truc qui est intéressant, les gens qui n'ont jamais fumé de leur vie et qui ont un cancer du poumon. On dit, c'est pas possible avec l'hygiène de vie. Et ben, le cancer du poumon, c'est les extrêmes chagrins et les extrêmes souffrances. Donc, bien évidemment qu'il va y avoir du cancer du poumon à cause de la cigarette, de la gitane sans filtre. Moi, mon grand-père est décédé de ça. Mais il a perdu aussi un enfant à l'âge de 19 ans et je pense que ça a été un des plus gros chagrins de sa vie. Et ceux qui, par exemple, n'ont jamais fumé et ont toujours une hygiène de vie, ça serait intéressant de voir dans leur parcours de vie ce qui s'est passé d'extrêmement traumatisant au point de garder cette souffrance tout le temps. Donc moi, je ne suis pas contre la médecine, je ne suis pas en phase avec tout. Aujourd'hui, voilà. Je te donne un exemple très concret. Moi, j'ai un TDAH, donc la concentration et moi, ça fait 15. Je vais ouvrir le lave-vaisselle et puis je vais penser que oh, merde, la machine à laver. Et donc, du coup, je vais planter le lave-vaisselle qui est à moitié ouvert, à moitié vidé pour aller à la machine à laver. Je vais poser mon truc sur la table et me dire oh là là, il faut que je fasse ce mail. Et en fait, je suis dispersée en permanence. Et ce qui fait que le soir, je suis dans une fatigue intense parce que mon cerveau pense à 1 milliard de choses. Et comme j'ai le cerveau des créatifs, ben, je me réveille au beau milieu de la nuit pour écrire sur mon téléphone portable parce que j'ai une idée de post Instagram, de livres, de machin. Je me suis longtemps refusée à prendre des médicaments. Et ben là, je vais tester la Ritaline. Alors, attention, je ne fais pas l'apologie de la Ritaline ou du médical, mais il y a un moment donné, pour mon bien-être, alors peut-être que ça ne va pas du tout me convenir, mais peut-être que ça va m'aider à m'apaiser aussi et à me structurer. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas tout jeter dans la spiritualité et il ne faut pas tout jeter dans la médecine. Je pense qu'il faut composer entre nos corps subtils et notre moi supérieur, hein, qui est connecté là-haut, et notre petit moi terrestre qui, c'est pas toujours évident pour lui. Il a des bobos aussi qu'il faut écouter. Oui, c'est ça. En fait, tu expliques que toute maladie, là, tu parlais de l'exemple du cancer du poumon, toute maladie peut avoir une explication émotionnelle, spirituelle, Oui. et que la façon de régler, il y a cette part évidemment émotionnelle, mais aussi il y a une part physique.
et aucune thérapie ne remplacera, une chimiothérapie Non. ou comme moi on a pu me le dire pour mon papa, une séance de dialyse. Heu et c'est vrai que c'est important de faire le lien entre les 2 parce que ça fait beaucoup de mal et ça tue des gens, clairement. Oui, ça tue des gens, mais ça, c'est l'exemple, je te dis, que je te disais, enfin, dans la série où cette jeune femme s'est tirée d'une vraie histoire, elle est morte, quoi. Elle est morte parce qu'elle a refusé tout protocole. Aujourd'hui, de plus en plus, on ouvre le soin holistique en accompagnement du médical. Alors, ça a commencé avec les grands brûlés. On s'est dit, oh là là, ça marche. Et en fait, on peut travailler sur plein d'autres choses. Les seuls cas avec lesquels il faut être très prudent, c'est tout ce qui est psychiatrique. Parce que quand tu travailles en énergétique, le cerveau, c'est une machine complexe qui travaille autant sur la sphère subtile que sur la sphère terrestre. Si tu commences à bidouiller des fréquences sur quelqu'un qui est déjà dans un état dissociatif, tu fais décompenser la personne et tu la perds. Donc, il faut être très, très prudent. Mais c'est pour ça, tout ce qui est chamanisme, j'en parle, ça peut être dangereux parce que sans thérapie au préalable, on ouvre des portes, t'en as, ils finissent chez les fous, ils en sortent jamais, ils se font happer. Donc, on peut se tromper en tant que thérapeute, mais attention à ce que l'erreur ne coûte pas trop cher. Moi, je me pose sans arrêt la question, où est ma juste place? Est-ce que ça, c'est juste? Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire lors d'une consultation. Qu'est-ce qui fait que ça aide vraiment la personne? Et tu vois, je continue de me former et je continue de plus en plus de me former sur l'aspect psychanalytique et des thérapies brèves pour avoir une plus grande efficacité encore et mieux comprendre l'être humain dans toute sa complexité. Ça, c'est ma C'est beau. responsabilité. Ouais. Mmh. C'est un bel exemple, tu dis de travailler sur soi. Tu continues toi de travailler sur toi en Oui. découvrant, des choses qui pourraient t'apporter personnellement et aussi à tes consultants. Mais C'est bien c'est ça. ça. Et puis, j'en parle souvent sur Insta. Tu vois, là, j'ai fait une pause pendant 2 semaines. Bon, je me suis fait opérer d'un truc tout à fait bénin. Et puis, j'ai eu un élément, tu vois, dans ma vie perso qui était un petit peu plus difficile à gérer. Et je l'ai dit, en fait, en ce moment, ça va pas. J'ai pas envie de m'occuper des gens. En plus, c'est pas toujours évident parce que il y a les consultations dans lesquelles je mets beaucoup d'énergie, mais les gens me sollicitent énormément en message privé et je peux pas faire du cas par cas et je peux plus gérer et j'ai commencé à le dire. Mais là, j'ai dit que moi aussi, j'avais des cycles où j'allais bien, des cycles où j'allais un peu moins bien, que ça faisait partie de l'impermanence et ce qu'on a tendance à idéaliser la médium ou la personne qui est dans la spiritualité en se disant oh là là, elle est sur un équilibre parfait en permanence. En fait, on passe des paliers de conscience tout au long de notre vie avec humilité, nettoyage de l'ego, retrouver de l'amour, retrouver du sens, quelque chose qui allait bien, qui se casse la gueule. Et puis après, tu fais ça en fait tout au long de ta vie. Et la spiritualité t'aide à, quand le moment est un petit peu plus bas, à faire preuve d'un peu plus de résilience et à ce que les tempêtes soufflent de moins en moins fort. Parce que quand tu n'as pas travaillé sur toi, tu prends une tempête, ah là, tu t'es pris dans le tourbillon, tu es secoué, et puis tu mets des jours à t'en remettre. Quand tu travailles sur toi, le vent va souffler beaucoup, tu vas beaucoup pleurer, tu vas être beaucoup dans l'émotion, mais tu mettras de plus en plus rapidement à accepter et à te relever surtout. Et on se relève, franchement, pour avoir vu tout ce que j'ai vu dans ma famille, pour avoir vécu aussi beaucoup de choses à mon jeune âge, j'ai même pas 40 ans encore, on ne guérit pas de tout, mais on se relève de tout. C'est beau ça, merci. Ça, c'est important. Alors, tu es médium, Zoé. Oui, Tu es médium. Si, tu te présentes comme ça, tu as plein d'autres ouais. casquettes. Tu es chroniqueuse, instagrammeuse. Je crois que ça va pas te plaire. Bah, si, Instagram, maintenant, c'est mon outil de travail. On va pas cracher dans la soupe. J'ai mis du temps avant d'accepter, en fait, la présence régulière sur les réseaux. Puis maintenant, je m'en suis détachée. Quand j'ai pas envie d'y être, j'y suis pas. Il y a des moments où je suis régulière. Je me fais accompagner aussi par une vidéaste pour proposer du contenu parce que ça fait du bien aux gens. Puis il y a les petits rendez-vous de la story du jour, la guidance du jour, la guidance de la semaine, des petits tutos, tout ça. Donc, je cohabite avec mon temps, même si des fois, j'aimerais être dans une grotte et dans une espèce de léthargie en autarcie, mais il faut vivre avec son temps. Donc voilà. Mais ouais, j'ai plusieurs casquettes.
j'ai tendance à m'ennuyer vite. Et s'occuper des autres, c'est dense, ça m'apporte beaucoup. Je sais que ça fait partie de ma destinée, mais j'ai besoin de vivre d'autres expériences aussi, me nourrir intérieurement, me nourrir l'âme et l'esprit. Merci. Comment tu découvres cette médiumnité? Même Bah, si tu es jeune. Merci hein, pour moi, je suis j'ai 36 ans, donc je suis une jeune femme. Si toi tu es jeune aussi, mais comment ça arrive dans ta vie? Est-ce que c'est de naissance ou pas? Ça a commencé vraiment, je crois que j'avais 8-9 ans. Déjà, aussi loin que je me souvienne, ma mère a perdu son frère quand elle avait 19 ans et je crois que j'ai toujours, c'est des questions que je me suis faites il y a quelques années, je crois que j'ai toujours senti qu'il y avait une personne en plus dans la famille sans forcément vraiment l'expliquer. Mais la première vraie expérience, c'est j'ai 8-9 ans. Je suis dans mon lit, c'est l'été, parce que je me rappelle très bien la scène, tu sais, quand tu as les volets qui sont fermés l'été, mais que tu as un petit peu de lumière qui passe quand c'est 20h30, 21h. Et là, en fait, dessous mon lit, j'ai une main qui se pose sur le rebord de mon matelas, une espèce de main un peu cadavérique. Et en fait, j'ai un espèce de défunt très abîmé qui sort. Je peux même pas te dire si c'est un homme ou une femme. Et là, en fait, je crois que c'est la plus grande peur que j'ai eue de toute ma vie. Et en fait, j'ai voulu en parler. Alors, j'étais pas dans un contexte familial où j'avais envie de verbaliser beaucoup de choses à mes parents. Mon père était très souvent absent parce qu'il était militaire et puis avec ma maman, c'était un peu complexe. Donc, j'écrivais à ma cousine qui habitait dans le sud de la France. On se racontait un petit peu nos petites vies. Et j'ai voulu lui écrire pour lui expliquer en lui disant que j'avais eu peur. Et en fait, j'ai eu peur de lui faire peur et j'ai jeté la lettre à la poubelle. Seulement, ma mère, en fait, l'a lue. Et elle a débarqué avec le brouillon en disant « Faut pas raconter des choses comme ça n'existe pas, c'est dans ta tête. » Et puis moi, en fait, ça a continué encore et encore. Alors, il y avait des passages où j'étais tranquille pendant plusieurs semaines et puis des passages où il y avait des défunts tous les jours. Et donc, j'ai appris plus tard que dans ma famille, il y a eu mon grand-père qui était médium, qui faisait des exorcismes. Ma mère, ma tante, ma cousine, tout le monde a des perceptions. Et il semblerait que chez moi, c'est le plus développé. Mon arrière-grand-mère guérissait aussi des bobos. Ça, c'est ma grande-tante qui me l'a dit. Et j'ai appris que du côté, et je l'ai appris l'année dernière, du côté paternel, parce que c'était un sujet qui était très tabou. Moi, mon père, il est militaire, il est très terre à terre. Avec mes grands-parents, on n'en parlait pas trop jusqu'au moment où je leur ai dit, bah, en fait, là, vraiment, ma vie, ça va être ça, des consultations, voilà ce qui se passe dans ma vie depuis des années. Mon grand-père m'a appris qu'il y avait des guérisseuses dans la famille. Donc, et que lui-même était sourcier. Et il ne me l'avait jamais dit. Donc, je pense que j'avais un terreau fertile des deux côtés, côté médium et côté énergétique, et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça m'aide pas mal. Mais voilà comment j'ai découvert ça enfant, et c'était très terrifiant. Je pense que comme j'étais pas dans un environnement sain, familial, bah, c'est du dark qui s'est manifesté, parce que j'avais une grande faille émotionnelle. Et ton grand-père exorciste, c'est le papa de ta maman? Ouais, tout à fait. Et quand elle lit cette lettre, elle aurait pu faire un pont, un lien? Alors, il y a une histoire qui est un peu délicate parce que mon grand-père faisait des exorcismes donc dans les années 70-80, tu sais, quand c'est la grande mode de faire des séances de spiritisme. Oui. Et ben lui, c'était à l'aide de prières qui désenvoûtaient les gens et en fait, il a toujours entretenu un grand mal-être que j'ai compris bien plus tard. Et parce qu'en plus, moi, je parle avec mon grand-père qui est décédé. Donc, quand il a fallu faire ma formation, parce que il n'y a que depuis 2020 où je suis vraiment officiellement, tu vois, sur cette route-là. Donc, il m'expliquait beaucoup de choses, mais pour lui, c'était une grande souffrance. Il se sentait très seul, c'était très mystique. Là, aujourd'hui, on en parle de manière complètement décomplexée. À l'époque, tu n'en parlais pas comme ça faisait très peur. Il y avait encore une grande empreinte de l'Église. Donc, l'exorcisme, il doit se faire qu'à l'Église. Les autres, c'est voilà. Et en fait, mon oncle
a fait une séance de spiritisme et il est décédé quelques mois plus tard et il semblerait qu'il ait été possédé. Donc, ça a toujours laissé une grande ombre dans la famille. Et moi, j'ai toujours entendu qu'il fallait jamais faire de séance de spiritisme, que c'était extrêmement dangereux. C'est quelque chose que mon grand-père m'a dit avant de mourir. J'ai pas compris le rapport sur le coup. On était en train de discuter. Il m'a dit, il faut que je te dise quelque chose, mais promets-moi que tu ne feras jamais de séance de spiritisme. C'est dangereux. Tu es trop sensible et ça pourrait avoir des conséquences dramatiques. Et c'est des années plus tard où je me suis dit, ah ben je comprends mieux le message. Et donc je pense que ma mère a eu peur et elle a réagi comme elle pouvait en disant ça n'existe pas pour pas alimenter le truc. Bon, c'était un peu dur quand même, mais il y avait un contexte que je peux comprendre aujourd'hui. Mmh. Et donc toi, cette médiumnité, mais est-ce qu'il y a un déclencheur à cet âge-là ou pas? Non, 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 vraiment pas du tout, hein. Ça, Ah je bien. te dis, en plus, j'ai des moments très marquants, très visuels de mon enfance. Mon premier souvenir, j'ai 2 ans et demi. Donc, tu vois, c'est quand même loin. Et là, non, c'est sorti de nulle part. Il n'y avait pas de. J'avais pas regardé de film qui faisait peur. C'est là. Justement, quand ça apparaît, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? C'est Mmh. la chose la plus terrifiante au monde. Et puis, petit à petit, donc ça, c'est l'expérience la plus glauque. Petit à petit, ça a été surtout au moment de l'adolescence, en étant jeune adulte, des rêves prémonitoires, des visions, des flashs, des voix qui passent, des défunts que je voyais du coin de l'œil. Mais en fait, je crois que je suis née comme ça. Et pour moi, ça a toujours été. C'est quand tu dézoomes un peu que tu te dis, mais en fait, ça a toujours été là et c'est pas la Ouais, je comprends. normalité. Tu vois. Ouais, je comprends. Donc cadre familial, particulier, Mm. ta mère veut pas en parler, ton papa est militaire, donc très, très carré. Ah, il est loin, tout Heu, ça, parce qu'aujourd'hui, on en parle un petit peu, mais oui, mon non, père, non, à quand tu es l'époque, jeune, ah ouais, ah ben, on quand n'en tu parle es même pas avec jeune. mon père, ouais. Donc on met tout ça sous le tapis. Comment tu évolues toi, ado, jeune adulte, est-ce que tu arrives à en parler? Est-ce que tu Parce qu'on sent bien quand, tu en parles, hein, dans ton livre, et quand on te suit, on le sent bien, il y a eu un rejet de la médiumnité, rejet de cette partie de toi, petit rejet, hein, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Heu, mais comment tu gères tout ça? Il y a une grande solitude. Alors déjà, ma vie jusqu'à 27 ans, elle est pas évidente parce qu'il y a un contexte, quand dans ton enfance, tu as pas un contexte d'amour sécurisant où tu es, jugé, enfin, ouais, il y a de la maltraitance dans la sphère familiale sans rentrer dans les détails. Mais tu as beaucoup de mal à te construire en tant qu'ado et en tant que jeune adulte. Donc moi, je reste dans un brouillard et dans un espèce d'auto-sabotage jusqu'à mes 27 ans et j'ai l'impression que ma vie démarre il y a vraiment 27 ans, tu vois, ça fait 10 ans. Et donc j'en parle. En plus, j'ai eu des dates clés où en 2009, quand je suis avec mon premier petit copain vraiment très sérieux, etc. Il me trompe, je sais avec qui, quand, j'ai des flashs, c'est horrible à vivre, tout le monde me prend pour une folle et finalement j'avais raison. Dans l'intervalle, on perd une copine de leur groupe, je le vois arriver la veille, je la vois le jour de l'enterrement. Donc j'en parle de temps en temps quand même, j'arrive à le verbaliser. Sur mon parcours, j'ai rencontré quelques personnes par-ci par-là qui étaient sensitives comme moi. Et puis, je rencontre mon mari à 27 ans, parce que c'est pareil, en 2012-2014, je vis une période de vie extrêmement difficile et là, il m'arrive des trucs, des voyages de l'espace, c'est le cas de le dire. Je connecte à des trucs bien plus grands et là, ma spiritualité, elle commence vraiment à prendre une autre envergure, en bien comme en mal, parce que j'ai rencontré des gens qui étaient très, très dangereux dans ce domaine-là. C'est pour ça, la dérive sectaire, le dogme, quand t'es pas bien, en fait, tu te raccroches aux branches autour de toi. Mais ça m'a aidé à faire preuve de discernement et ça m'a fait expérimenter aussi d'autres choses. Je rencontre mon mari à l'âge de 27 ans et je me dis, je vois tous mes potes qui ont pris le train de la vie d'adulte. Et moi, j'ai pas construit grand-chose. J'ai l'impression de ne pas être grand-chose. Et donc, je mets
tout ça de côté. Mais vraiment, tout ça de côté. Après, je deviens maman. Je me dis, je veux surtout pas que mon fils, en fait, il soit comme moi. Donc, je veux pas alimenter ça. Et on arrive en 2020 et ça me pète à la gueule en achetant une baraque en thé. Voilà. Ah non, parce que moi, j'étais dans ma petite vie toute tranquille. J'étais responsable de service client. Je gagnais mon argent. J'avais une vie qui était rangée. Très, très simple, en fait. Hein. Très, très loin de tout ça. Et puis, j'ai un petit compte Instagram où je parle de bouquins, un compte qui va m'amener à la télé quelques années plus tard. Mais je parle de bouquins, je me fais des copines sur Instagram, tout ça, tout va bien. Et puis, en 2020, on achète cette baraque qui est hantée, dans laquelle j'ai cru crever je ne sais pas combien de fois. Donc, j'en parle dans le livre un peu plus en détail. Mais les médiums qui sont venus m'aider m'ont dit « Mais tu n'as pas compris le message ?» Et j'étais là, non, je n'ai pas compris. Bah, en fait, tant que tu ne seras pas sur la voie qui t'est destinée et que tu rejettes en bloc, ce genre de message, ça va être de plus en plus fort. Et là, j'étais là, attends, mais comment ça peut être plus fort que là, ce que je viens de vivre avec mon enfant qui avait 4 ans, 3-4 ans à l'époque, qui voyait des trucs qui faisaient super flipper. Mes animaux, ils étaient malades, ils n'allaient pas bien. On avait les douches qui s'allumaient. Non, mais une baraque hantée de toute façon. Et qui n'avait que 5 ans. C'est ça le pire. Ça, c'est à préciser. C'est pour ça que tu disais au début, alors, je ne sais pas si tu as exactement dit ça, mais tout le monde a des capacités sensitives, mais tout le monde n'a pas vocation à être thérapeute. Là, on sent la vocation. Et presque, tu aurais préféré, peut-être plus aujourd'hui, mais un moment, rester dans ta vie pépère, tranquille. J'ai toujours une ambivalence par rapport à ça. Bah, tu vois, en 2012-2014, j'étais là, je voulais un sens à ma vie. J'allais très mal, donc pour moi, j'ai tout tenté, tu vois, pour comprendre mes perceptions. Je voulais guérir. Et puis, il y avait un truc de sauver l'autre. En fait, ça va me sauver moi et ça va me donner un sens, un but à ma vie. Donc, j'étais pas du tout sur le bon curseur. Et c'est là où j'aurais pu être super dangereuse aussi. C'est la conscientisation que j'ai. Cette étape-là m'a aidé à comprendre, tu vois, ce que je fais aujourd'hui. Mais en 2014, il s'est passé beaucoup de choses. Et puis pareil, je veux reprendre ma vie en main. Donc, je jette tous mes livres de spiritualité. De toute façon, je comprends rien, ça me gonfle. C'était pas le moment, en fait. Je vivais des sauts, on appellerait ça sauts quantiques, mais c'était pas le moment de tout déployer. C'est long, le processus, il est très long. Et je jette tous mes bouquins et puis pareil, je me remets dans ma vie normale et je reprends ma vie en main. C'est surtout ça. Avant d'aller m'occuper des autres, je me suis dit, attends, je vais m'occuper de moi. Et puis, tout ça s'est passé, je voulais plus m'en occuper. D'ailleurs, tu vois, j'ai racheté quelques livres que j'avais lus à l'époque et que je n'avais même pas compris à l'époque. Le dialogue avec l'ange, qui est d'une beauté absolue, qui a été écrit pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, c'est du channeling avec un ange, un guide évolué qui donne beaucoup de messages spirituels très profonds à un petit groupe de... Ils sont 3 ou 4. Il n'y en a qu'une qui a survécu. Les autres étaient juifs. Ils ont été embarqués et malheureusement, ils sont décédés. Mais ce livre, il est d'une puissance. Et je l'ai lu à l'époque. Et là, je l'ai relu. Je ne l'ai même pas racheté. Tu vois, je te dis des conneries. J'y pense un jour et je me dis, Dialogue avec l'ange, c'était un livre qui était complexe, qui était dense. J'aimerais bien le relire. J'amène mon fils au parc du village. J'habite dans un tout petit village près de Montpellier. Et puis, je vois la boîte à livres et je me dis, ah, elle est chouette, des livres. J'y vais, j'ouvre, le livre était là. Ouais. Et là, je dis, les gars, merci. Champion. Ouais, c'était une jolie synchronicité, mais j'ai racheté 2-3 livres comme ça qui m'avaient un peu marqué après celui-ci. Et j'ai trouvé d'une telle beauté ces messages et ça m'a touchée. C'est ça la vraie spiritualité, ce vrai message sacré. Je pense que s'il y a un livre à lire, c'est ceux d'Alan Kardec et celui-ci, Dialogue avec l'ange. Mais non, j'étais vraiment pas sur... je nourris toujours une ambivalence. J'ai beaucoup d'humilité parce que je sais que moi, je suis juste une petite antenne radio qui sert à diffuser des messages et quand je fais des soins, c'est pareil, c'est pas mon énergie, c'est une espèce de conscience universelle qui passe à travers moi et des guides par rapport aux personnes. Demain, on me coupe la connexion, moi, je fais plus rien en fait. Mais je coexiste avec ça. Il y a de quoi devenir fou.
parce que tu es sur des fréquences, tu as un pied dans l'au-delà et tu as un pied dans le monde réel, surtout quand tu fais du soin énergétique. Le contact médium, c'est pas ma plus grande spécialité. J'en fais quand il y a des urgences, par exemple, tu vois, j'ai eu des cas de consultantes qui ont perdu des papas, qui ont perdu des compagnons cette année. Ça m'a beaucoup touchée. Ce n'est pas des consultations que j'ai fait payer, tu vois, c'était des gens que je connaissais bien ou pour qui j'avais une affection particulière, je suis intervenue. Mais on fantasme beaucoup le contact défunt. C'est très énergivore pour tout le monde. C'est des messages qui peuvent être un peu diffus. Et finalement, moi, j'en ai rien à faire d'impressionner les gens en disant oui, alors ta grand-mère, elle était habillée comme ça, elle faisait ça. On s'en fout parce que dire des détails physiques, qu'est-ce que ça va apporter fondamentalement? Par contre, si tu travailles avec des défunts évolués qui ont une image un peu plus diffuse, mais qui ont un message beaucoup plus fort et beaucoup plus sensé, c'est là où tu vas pointer ce qui ne va pas et tu vas avoir les bons messages pour aider à s'élever les personnes. Donc, je ne suis pas spécifique dans le contact défunt, j'en fais parce que forcément, je suis médium et que ça a commencé par là. Mais j'essaie de garder un équilibre aussi avec le soin énergétique parce que tu connectes à des choses qui sont d'une telle puissance, d'une telle beauté. Il faut garder une verticalité, une humilité et un centrage permanent. Et c'est pas toujours évident. Donc, quand je suis à saturation, je vais chialer chez ma psy. J'arrête de travailler. Par exemple, tu vois, les vacances scolaires, je les prends avec mon fils. J'essaie de garder la vie la plus... Et puis, j'ai une vie normale à côté. Hein. Ouais. Je fais faire des concerts. Je suis pas en mode « Ah non, c'est super énergivore. » Ça m'énerve les gens qui sont dans la spiritualité. « Ah non, je me suis... » Oui, c'est fatigant, mais oui, ça doit pas t'empêcher de vivre, en fait, la spiritualité. Tu n'es pas obligé de t'ostraciser comme ça. La vie, c'est les autres, c'est être dehors, c'est courir le monde. C'est pas vivre dans une grotte, en fait, avec des croyances limitantes parce que tu as tel médium qui est suivi ou énergéticienne suivi par des milliers d'abonnés qui te dit qu'il faut vivre comme ça, comme ça, comme ça. Non. Moi, je bois de l'alcool, je fume plus, j'ai une hygiène de vie qui est quand même assez saine, mais je vis pleinement. Et ça me fait du bien parce que je pense que ça me permet d'être la thérapeute que je suis aujourd'hui. Pas mal. Je voudrais revenir sur les contacts défunts. Je comprends complètement ce que tu veux dire, mais parfois pour certains médiums, le détail physique, c'est une façon d'être sûr qu'on parle, enfin que le médium et que le consultant parlent de la même personne. Après, tu sais, c'est comme les boulangers. T'en as un, non, les pâtissiers. T'en as un qui va être spécialisé dans, s'il y a des gens qui nous regardent du côté Lyon, la praluline. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. T'en as qui vont être spécialisés, j'en sais pas, en millefeuille, d'autres en éclair au chocolat. T'as des médiums. Moi, c'est pas ma principale spécialité. Ouais. T'as des médiums qui sont ultra. C'est leur mission de ne pas faire soin énergétique, mais par exemple d'être des médiums dans un grand détail et c'est la mission qu'ils incarnent. Moi, c'est pas la tienne. pas. Et puis, c'est pas l'axe que j'ai envie de prendre. Parce qu'il peut y avoir aussi une forme de dépendance de cette personne-là. Elle peut contacter la personne que j'ai perdue. Donc voilà. Je te rejoins. Et c'est vrai, attention, parce que quand on est en période de deuil, là aussi, on peut rentrer dans une grande dépendance et passer peut-être à côté du deuil. Mais pour certains, ça peut faire partie du deuil. Mais toi, c'est pas ta mission. Et comment tu définirais ta mission dans la spiritualité? Je crois que, alors, tu vois, en 2020, le vrai shift qui s'est passé, c'est que j'achète cette baraque hantée. J'ai 3 médiums qui sont sur ma route à ce moment-là. Une collègue de boulot qui était très, très bonne dans tout ce qui était nettoyage d'entités, etc. Une deuxième qui bossait sur d'autres strates et une troisième qui m'a aidé aussi à démêler tout ce qui se passait. Donc, avec la prise de recul, je me dis, OK, là, il faut que j'accepte ma mission. Puis mon mari, il me dit, non, mais là, moi, j'ai besoin de toi. Puis j'ai besoin... Puis on avait notre petit garçon aussi. On avait notre petit garçon qui était très impacté, qui avait vu des choses, qui avait pleuré, qui avait eu peur. Donc, j'allume une bougie et je me cale un soir et je me reverrai toujours en me disant, je fais une prière, j'accepte ma mission. C'est un truc que je répète souvent en interview, hein, mais je l'ai vraiment manifesté comme ça. J'accepte cette mission de vie.
que visiblement je dois prendre. Je n'avais pas compris, mais je veux comprendre ce que je fais. Je veux aider les gens. Je veux surtout être protégée parce que tu débarques pas dans la spiritualité. En fait, moi, je ne maîtrisais que dalle avant 2020. J'avais des dons, des capacités, mais je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. Et je veux surtout pas bouffer des cailloux à la fin du mois parce que y a encore une croyance très erronée et je parle de l'argent dans le milieu de la spiritualité. T'es médium, t'as des dons, donc voilà. C'est comme les ostéopathes qui étaient traités de charlatans il y a encore 15 ans en arrière, hein, ce qu'on a tous oublié. Mais les ostéos, ils n'avaient même pas le droit de mettre une plaque dehors. Et puis, ils étaient pointés du doigt, ils étaient toujours menacés et c'était des charlatans. Bon, maintenant, un jour, on va peut-être accepter que les médiums ne disent pas que des conneries. Il y a beaucoup de bullshit, mais il n'y a pas que. Et qu'ils ont aussi leur petite place à avoir dans notre société. Et donc là, s'en est suivi une formation. Tous les soirs, pendant plusieurs mois, j'étais réveillée. Alors, soit j'étais réveillée en pleine conscience dans un rêve, donc ailleurs, soit c'était dans ma chambre, il y avait des gens qui apparaissaient. Donc, j'ai pris des notes, j'ai pris des millions de notes et on m'a appris comment on travaillait le soin énergétique, comment on se connectait, comment on se protégeait, travailler le transgénérationnel, nettoyer des vies antérieures, travailler les liens d'âme, les contrats d'âme. En fait, on m'a tout appris. On m'a même appris dans une consultation comment pouvoir avoir la bonne posture, qu'est-ce qu'il était bon de dire, qu'est-ce qu'il n'était pas bon de dire, parce que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire et tu le vois à la fragilité de certaines personnes, tu te dis, alors là, si je dis ça, là, c'est le mental qui va prendre le relais et des fois, ça loupe pas, il y en a, c'est contre-productif. Hein. Tu as beau essayer de faire des stratégies d'évitement pour les accompagner en douceur, non, le mental encore qui est très, mais ça fait partie de leur chemin d'âme aussi et je respecte. Mais du coup, je travaille des consultations. C'est des gens qui sont perdus dans leur vie, qui sont sur des phases de reconstruction, des divorces, des deuils. Je sais plus ce que je dois faire. Je me suis formée à la numérologie parce que tu as des gens qui sont complètement perdus dans le boulot et qui sont complètement à côté de leurs énergies. Là où, en fait, tu vois, ils auraient plutôt tendance à, je sais pas, à être un peu dans la communication. Bah non, ils sont mis dans un truc de comptabilité. Et donc, du coup, tu sens qu'à un moment donné, ça coince. Voilà, comprendre des cycles de vie. Et puis, le soin énergétique, en fait, ça va d'un simple psoriasis à des mémoires, à des blocages, des schémas répétitifs. Pourquoi ma vie, elle avance pas, des phobies. Écoute, ce matin, j'étais en consultation avec la maman d'une consultante qui me dit, mais vous lui avez guéri la phobie des oiseaux. Elle avait la phobie des oiseaux, mais vraiment, et c'était une mémoire de vie antérieure. Je ne sais plus quelle était cette mémoire, mais il suffisait juste de la couper, de la nettoyer, et ça, c'est tout un... Voilà comment ça s'est passé. J'adore. Et en fait, ouais, la numérologie, tout ça, ce sont des outils qui, toi, vont t'aider à aller au plus profond et toujours dans le seul objectif d'aider les gens qui te consultent. Ouais. En fait, les outils vers lesquels je me suis tournée, c'est un appel. Tu vois, il y a le tarot de Marseille. Le tarot, ça a été... Alors, je maîtrise pas très bien les arcanes mineurs du tarot de Marseille. Je trouve que c'est trop hermétique. Je me retrouve plus dans les arcanes mineurs du tarot façon Rider-Waite. Ouais, mais le tarot de Marseille, les arcanes majeures, ça trompe tellement pas. C'est d'une précision. Et puis, il n'y a pas de fioriture. C'est un vrai outil psychanalytique et de dev perso. D'ailleurs, tu as plein de psychanalystes qui utilisent le tarot de Marseille. Hein. Donc, le tarot, ça a été un vrai appel. La numérologie aussi. Et après, il y a l'astrologie. Bah, forcément, maintenant quand tu lis le livre et que tu comprends toute l'histoire qu'il y a avec l'astrologie, mais c'est juste que c'est long de se former à l'astro et je manque de temps. Donc, ça me frustre un peu parce que j'aimerais. Mais là, je prends un virage un peu plus... je vais me former à la PNL. Moi, l'hypnothérapie, ça m'a beaucoup aidé à apaiser le mental et à apaiser des schémas qui se rejouaient tout le temps. Et j'aimerais bien me former aussi à l'hypnose. Donc, mais tu vois, c'est compléter une boîte à outils
Ouais, c'est ça. Parce que je suis souvent frustrée de dire, bon, voilà, j'ai fait un soin, mais là, il faudrait compléter avec un thérapeute, un psychologue, un psychanalyste, un hypnothérapeute, là où des fois, je pourrais faire ce suivi-là, en fait. Parce que j'ai Mmh. des infos, si j'ai pas la boîte à outils. Donc, c'est pour ça que je reste toujours à ma place. Et là, je me suis dit, cette année, c'est frustrant. Puis j'aime bien ce côté rationnel. La spiritualité, c'est bien. À partir du moment où elle est transposable et applicable dans notre vie du quotidien. Parce que si tu comprends pas les choses en profondeur, la spiritualité, ça va pas t'aider, quoi. Mais c'est complètement ça. Et c'est ça que on l'entend bien, on le ressent bien quand tu parles de tout ça. C'est rester ancré et rester dans la vraie vie, quoi. Pas partir en live. Et donc, mes talismans astrologiques, tu parles de protection. On apprend vraiment beaucoup de choses, hein, parce que tu abordes plusieurs sujets. Tu en as parlé, le chamanisme, les red flags aussi. Ça, c'est bien parce que ça permet de remettre l'église au milieu du village et c'est important d'en parler, notamment l'argent. C'est un sujet qui est d'une sensibilité extrême, mais je te rejoins. Moi, je connais peu de gens qui travaillent gratuitement et c'est pas forcément ceux qui demandent des consultes gratuitement d'ailleurs. Mais ça, tu abordes tous ces sujets et tu transmets un outil aux gens pour se protéger, pour se connecter et pour vibrer finalement. Et donc ça, c'est mes talismans astrologiques de protection au quotidien de Zoé Pataki. C'est Dis-moi, trop cool. dis-nous. Les red flags que je mets, ce sont des choses que j'ai expérimentées par moi-même. Le chamanisme, tout n'est pas à jeter. Mais Mmh. j'ai fait appel à des thérapeutes chamans qui avaient été formés à l'étranger, parce que le néo-chamanisme, je suis allée genre une fois écouter du tambour en Amazonie et je reviens, ça a changé ma vie. C'est quand même beaucoup plus complexe que ça. Ou ceux qui sont jamais allés en Mongolie ou en Amazonie, etc., et qui achètent des tambours. En fait, à partir du moment où tu te connectes sur l'énergie du chamanisme, ce sont des énergies qui sont très primitives et qui sont très border. Il ne faut pas rigoler avec ça. Donc, ça peut amener des transformations, ça peut amener beaucoup de choses. Attention à la personne qui pratique. Et j'ai rencontré une seule chamane qui était bien. Vraiment. Je vais faire une parenthèse parce que tu vois, c'est une histoire de consultation que j'ai eue et ça va faire le pont entre ça et la psychiatrie. C'est un consultant qui me dit, je suis bipolaire, je ne prends plus mes traitements. Attends, c'est que le début. J'aimerais aller en Amazonie pour prendre de l'ayahuasca. Tire-moi les cartes. J'ai passé 1 heure, et ça, je le dis, mais je suis même fière de ça. Je n'ai évidemment jamais répondu à cette question parce que tu disais, on n'est pas là pour prendre le choix de la personne, mais 1 heure à essayer de ramener ce jeune homme dans un parcours de soins. Parce que moi, ce que je voyais, c'est que mais je ne pouvais pas lui dire, et là aussi je te rejoins, toutes les choses ne sont pas bonnes à dire, c'est que moi, ce que je voyais, c'est que s'il partait en Amazonie, il ne reviendrait jamais. Et je ne sais pas ce qu'il est devenu, j'espère qu'il va bien. Mais voilà, ça peut être très dangereux et l'ayahuasca, s'il est mal utilisé, enfin là, j'imagine même pas. Je vais citer les red flags parce que je suis sur ce chapitre. Tu parles de l'appropriation culturelle des rites sans respect des traditions. Tu Bah, parles de l'argent. le chamanisme et tout ce qui vient, tout ce qui revient de Bali, d'Asie, genre c'est super, on va ouvrir un centre à Paris, et ça me fait grincer des dents, il y a des techniques. En fait, je pense que les gens intelligents vont, vont reconnaître les différentes disciplines récentes et un peu hype dans le domaine de la spiritualité, vont les reconnaître à travers les pages. Rien que d'en parler, moi, ça m'agace, en fait. Ça t'agace, hein, là on le sent. Ouais, Tu parles de l'argent. Oui. De l'argent dans le domaine spirituel, tu parles de l'emprise, du médical et de la spiritualité, de l'ultra-folklore. J'adore ce titre, d'ailleurs. Rien que le titre, bah, tu mets un tir. Ouais, j'ai vu des dingueries. J'ai vu des dingueries. Ouais. J'ai même pas envie de m'étendre. J'ai vu des trucs. Non, et on le voit sur Instagram. On le oui. voit sur Instagram. Il y a des trucs. C'est des foufous, les gens, un peu.
Et tu parles aussi des promesses via la magie. Alors attention, là, je viens de vous donner des titres dans un chapitre. C'est 5 pages de ton livre. Et quand tu dis tu dénonces, mais à ta façon, et ça, tes propos, que ce soit dans le livre ou dans cette émission et dans toutes les autres que tu feras, t'appartiennent. On respecte ce que tu penses, on respecte ce que tu dis. Et voilà, après, on prend ce qu'on a envie de prendre. C'est ton émission. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais si jamais on a des néo-chamans qui voient cet échange, ne prenez pas ça personnellement. Tout va bien. Alors moi, j'ai été surprise parce que je travaille un peu avant mes émissions. Je sais pas pourquoi, mais j'étais persuadée que tu avais écrit d'autres livres. Donc, je suppose. C'est ce que tout le monde me dit. Alors, est-ce que c'est de la clairvoyance que vous... T'es pas la première. J'ai parlé des livres des autres, des millions de livres, quand j'étais en télé, mais effectivement, c'est mon tout premier. Ouais, mais il y en aura peut-être d'autres. Enfin, je te le souhaite, en tout cas. Ouais, c'est parce que je pense que tu as beaucoup de choses à dire. Et vraiment, ça, je trouve ça très agréable à lire. Et comme tu l'as dit, l'astrologie, c'est un sujet qui est très vaste. Donc là, tu abordes une petite partie. Tu parles aussi de protection. Et ça, encore une fois, ça peut être un outil formidable. Donc, mes talismans astrologiques de protection au quotidien et un petit traité pas piqué d'hanneton sur la spiritualité moderne aux éditions Très Daniel, qu'on remercie d'ailleurs pour la mise en relation. Et si vous voulez retrouver Zoé, je mets tous tes liens sous la vidéo. Je pense que beaucoup te suivent déjà. Et moi, j'invite vraiment à suivre le compte Instagram parce que tu partages beaucoup de choses. Et ça, c'est beau. On est quand même dans comme tu le dis, on est des êtres sociaux, on doit être avec les gens. Tu partages beaucoup de choses très intéressantes. Et d'ailleurs, ce matin, tu partageais la vidéo de fond marin. Donc, rien à voir avec la spiritualité. Ah, bah ouais, oui. Voilà. Donc, parce que je suis très connectée aux océans et c'est la rencontre avec les mammifères marins a été très, très, très marquante et une des plus belles expériences de ma vie. Aussi puissant que donner naissance à mon petit garçon. Et du coup, dès qu'il y a un truc sur les fonds marins, j'en parle. Je voudrais juste faire... On a le temps de faire une toute petite aparté ou pas? Bien sûr. Pour expliquer les talismans, parce que du coup, ce livre, il est né de... je m'étais toujours dit que si j'écrivais un livre, ça serait pour parler de quelque chose de différent. En fait, je voulais pas écrire un livre pour raconter l'énième parcours d'une médium qui s'est réveillée enfant, avec des dons, des capacités, avec un parcours de vie un peu cabossé. Je me disais, ça n'apportera rien dans ce monde de plus, on s'en fout. Et puis, je suis personne. Donc, si je dois sortir un truc, c'est quelque chose de concret. Et puis, il y a eu toute une synchronicité qui a fait que je vais pas tout dévoiler, mais j'ai ressorti le savoir d'un vieil astrologue, parce que moi je ne suis pas astrologue, mais c'est les talismans qui ressemblent à ça. Et pour la petite histoire, quand je suis tombée sur les talismans de Georges, je me suis dit, mais ils sont vibrants, il y a quelque chose. J'ai fait des recherches sur Internet et en fait, tout était parti à l'oubli. Et je les ai remis au goût du jour avec tout ce travail d'introspection, de l'archétype, en fait, l'énergie archétypale du signe astrologique, parce que c'est pas parce que on est taureau qu'on peut pas utiliser pour protéger sa maison le talisman du cancer, ou si on a besoin de lancer un projet, on peut utiliser l'énergie du bélier. C'est des petits talismans que moi j'imprime et que je mets dans ma coque de téléphone. En tous les cas, c'est un petit travail d'introspection, de magie, mais de magie qui n'est pas dangereuse, qui n'est pas perchée, et d'autonomie spirituelle. C'est un ancrage vibratoire. Pourquoi je me fais un talisman? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que je peux débloquer dans ma vie? Qu'est-ce que je peux travailler? C'est ça, en fait, les talismans astrologiques, et on peut les ressortir quand on veut, en faire d'autres, en faire pour des amis. Et je crois que le plus gros message de ce livre, quand même, c'est l'interconnexion d'âme, qu'on soit vivant ou désincarné, les vies antérieures et la relation de guide. C'est parce que moi, il m'arrivait quand même des trucs de foufou avec Georges, mon guide, jusqu'à la fin. En fait, jusqu'à la fin de l'écriture, j'ai même dû écrire
à mon éditrice, Marie, en disant « Attends, Marie, on ne peut pas envoyer à l'impression le livre. Il m'est arrivé un truc ce week-end. J'étais en stage d'astrologie. Faut que je te raconte. » Donc, je veux pas tout dévoiler. Je veux vraiment laisser, tu vois, Bien sûr. c'est magique. Ce qui s'est passé, et c'est là où je me suis dit, mais en fait, on est tous connectés. Enfin, rien ne nous arrive par hasard. Tout est déjà écrit. Des fois, je me demande même si tu as le libre arbitre, si on a vraiment de marge de manœuvre, tant c'est un plan qui est parfait. Mmh. Mais ça, c'est beau. Mais comme tu dis, il ne faut pas trop en dévoiler. Le but, c'est que les gens que ça intéresse, vous lisiez tranquillement ce livre. On ne va pas vous spoiler. Alors, tout se passe bien, hein. La fin est heureuse. Personne ne meurt à la fin. Non. Et moi, c'est ce que j'aime dans les livres, enfin pas tous, hein, mais dans celui-là, c'est qu'il est accessible, on comprend. Tu t'es là pour transmettre, tu remets au goût du jour ces fameux talismans qui étaient perdus, donc tu rends aussi hommage à Georges, c'est ça? Ouais, c'est Georges. Georges Muchery. S'il y a des personnes un petit peu plus âgées que nous, il s'agit de Georges Muchery, qui est décédé en 1981 et qui, d'ailleurs, ça m'a beaucoup touchée parce que quand j'ai fait mon atelier pour le lancement du livre à Paris, ville que j'affectionne, la librairie de l'inconnu, je vous la recommande, hein, elle est super, elle n'est pas très loin des éditions Très Daniel d'ailleurs, mais la librairie de l'inconnu, c'est la caverne d'Ali Baba parce qu'il y a tous les oracles possibles et inimaginables du marché français avec beaucoup de livres et beaucoup de références. Et en fait, Delphine qui tient cette librairie m'a dit, mais bien sûr que j'ai connu Georges Muchery, ses livres, c'est quand même assez niché. Et du coup, j'ai été très touchée qu'il y ait des gens d'un ancien temps, enfin, qui sont un peu plus âgés que moi, qui l'aient connu, parce que notre génération n'en pas vraiment. Et pourtant, Georges, moi, j'aime bien aller chercher les enseignements chez les anciens qui écrivaient des livres, parce qu'il n'y avait pas ce truc égo, genre j'ai écrit un livre, c'est marketing, ça marche. Les anciens, quand ils écrivaient des livres, c'était vraiment parce qu'ils avaient matière, il y avait une vraie densité et un vrai contenu. Donc je suis très, très heureuse d'avoir partagé et d'avoir vécu cette aventure. Oui, et puis partager les enseignements de Georges et les rendre accessibles pour nous tous. Et dans cette logique de partage et c'est une des choses que j'apprécie et vraiment un grand merci. Zoé, je te laisse, comme à tous les invités, le mot de la fin. Est-ce que tu as envie de dire ou de redire quelque chose, hein? Tu es complètement libre. C'est à toi. Sans pression. Merci parce que c'était une très belle interview. Je sentais que c'était, j'aime pas cette expression parce que tout le monde la moque sur Insta, mais c'était ok de faire ça avec toi. J'ai bien senti et je me suis sentie bien. Petit mot de la fin, mais j'espère que ce livre, en fait, il va continuer de voyager, va continuer d'apporter des choses aux gens et se rappeler que la spiritualité, c'est quelque chose de sacré. Et notre incarnation, elle est sacrée. Il est important de traverser tous ces cycles parce que c'est un peu redondant des fois dans la spiritualité où, tu sais, en fonction des pleines lunes, des nouvelles lunes, on est bien, on n'est pas bien. Et on a l'impression que c'est tout le temps, mais c'est ça la vie, c'est une impermanence constante, mais qui nous apprend tellement, qui nous enrichit. C'est bien de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour son esprit, pour son corps, pour son âme. Je dis toujours qu'il est important de travailler sur ces trois sphères-là. Le corps, il est là parce qu'il y a un esprit qui a décidé de venir s'incarner et une âme qui a décidé de choisir un plan. Et tout ce qu'on vit n'est pas vain. Des fois, on ne comprend pas. Je le dis parce que je suis passée par tellement de phases compliquées à me dire pourquoi je suis là. Ça serait mieux que je ne sois plus là. À plus du tout avoir d'espoir. Et même quand on touche le fond, on n'est jamais seul. Et si jamais il y a des gens qui écoutent ce live et qui sont dans une profonde détresse, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est la prière et la méditation.
Je traversais une période un petit peu compliquée et où j'avais envie d'envoyer tout balader. J'étais pas bien, j'étais en colère. Et le travail de prière et de méditation m'a amené à me remettre sur le bon chemin et je me suis sentie épaulée. J'ai senti des présences, mais j'ai senti aussi que dans mon incarnation d'avoir demandé de l'aide, j'ai mes amis qui ont été présents. J'ai reçu l'amour que je demandais un peu d'urgence parce que c'était dur. Donc, s'il y a des personnes qui passent par là qui ne vont pas bien, toutes les tempêtes finissent par s'arrêter de souffler. Merci beaucoup, Zoé. Moi, je te donne rendez-vous pour ton prochain livre. Je ne sais pas quand. Alors, ce sera des oracles qui vont sortir normalement. Alors, il y en a un sûr et il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième qui est en cours. Mais le livre, j'attends de maturer un petit peu tout ce que je vais apprendre cette année et début d'année prochaine, parce que je vais rentrer sur une formation jusqu'en début d'année 2026. Je vais expérimenter tout ça et après, je verrai. J'ai envie de. Je vais pas dévoiler. J'ai plusieurs idées. Maintenant, il faut que ça fasse. Non, mais ça, après, c'est mon TDAH qui va reprendre le truc. J'ai des idées partout. Je vais attendre. Justement, j'apprends aussi avec le temps à ne plus me précipiter, à ne plus être dans des élans de créativité qui sont ultra énergivores. Chaque jour suffit sa peine. J'évite de trop me disperser et de prendre projet par projet. Donc là, déjà, j'ai pas fini mon oracle. Il y a encore le deuxième. On verra après pour le livre. Mais ça sera pas. On finit le deuxième, ouais. Voilà. On finit le deuxième, on verra ensuite. Moi, je veux pas de problème avec Très Daniel. Donc, petit pas par petit pas. En tout cas, tu es la bienvenue. Merci beaucoup et je recommande vraiment ce livre. Et l'émission, n'hésitez pas à l'écouter, à les réécouter parce qu'il y a vraiment beaucoup d'infos et toutes plus intéressantes les unes que les autres. Merci Zoé et à très bientôt. Merci à toi Marie-Louise.